Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'espace cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis chargée de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'espace cuisine, oui, de l'espace cuisine. Donc aujourd'hui, en ce matin de Saint-Valentin, 14 février, on se parle de démocratie et solidarité alimentaire. On a la chance d'avoir Pauline Scherer avec nous pour nous parler en direct de Montpellier de l'expérimentation des caisses alimentaires communes en France. Donc, juste toujours pour rappeler, je prends le temps de rappeler pour les personnes qui sont nouvellement arrivées parmi nous que l'espace cuisine, c'est un projet qui sert à rassembler les personnes qui travaillent en sécurité alimentaire pour les Montréalaises et les Montréalais, mais on est aussi un espace super inclusif qui s'intéresse aussi aux autres régions du Québec. Donc, tout le monde est bienvenu pour partager vos outils, vos bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des personnes de tout le monde, mais surtout des personnes en situation de précarité. Donc, le but là, de l'espace cuisine, c'est mieux comprendre c'est quoi les enjeux, explorer des approches porteuses en sécurité alimentaire, renforcer la coopération entre tout le monde qui travaille en sécurité alimentaire, puis finalement que tout ceci serve à la construction de systèmes alimentaires locaux, durables, résilients, inclusifs. Donc, aujourd'hui, on est, comme d'habitude, un peu plus de personnes d'intervenantes et intervenantes de Montréal, mais il y a des gens qui viennent aussi de Laval, de Québec, de Gatineau, de Roberval, de Chicoutimi, de Victoriaville, de Shawinigan, de Longueuil, d'un peu partout. On est surtout des gens qui sont issus d'organismes à but non lucratif, mais il y a aussi parmi nous des personnes d'institutions publiques, des personnes de la recherche et même d'administration municipale. Donc, bienvenue tout le monde. Et puis, quand vous êtes inscrit, j'ai posé la question vraiment pas claire. J'aime ça poser des questions pas claires puis voir qu'est-ce que vous allez me répondre. Donc, j'ai demandé, menez-vous des projets qui renforcent la démocratie alimentaire? Puis, j'ai eu toutes sortes de réponses et puis je vous partage ces réponses. Donc, on a eu des gens qui mènent des épiceries, développent des épiceries solidaires. Il y en a qui ont la carte proximité. On a des groupes qui ont des cuisines collectives. Il y a beaucoup d'initiatives en lien avec la production locale puis la redistribution d'aliments locaux dans les organismes. On a des popotes roulantes. Il y a des gens qui sont sur du plaidoyer pour le droit à l'alimentation. Beaucoup de beaucoup de pôles alimentaires et de systèmes alimentaires locaux. Et toutes ces réponses sont bonnes. Mais on va explorer un peu plus en détail aujourd'hui, finalement, c'est quoi la démocratie alimentaire, puis comment ça peut se... On va explorer un projet en particulier qui permet de pousser plus loin le concept de démocratie alimentaire. Donc, on va voir, grâce à Pauline, nous allons explorer les fondements des caisses alimentaires communes et on va réfléchir ensemble aux projets qui sont en cours à Montréal puis qui pourraient s'inspirer de cette approche innovante. Donc, Pauline Scherer, j'avoue que Pauline, j'ai dit que tu es sociologue intervenante de l'association VRAC Écocinas. Est-ce que c'est un bon titre? Oui, ça correspond à la réalité? Tout va bien, très bien. Fantastique. Ben, bienvenue parmi nous, puis vraiment merci de de nous partager aujourd'hui, de venir prendre la parole pour nous partager l'expérience des cuisines. Euh, je pense que sans plus tarder, on s'est entendu. Est-ce que tu veux prendre la parole ou on se lance direct dans le film? Je sais plus ce qu'on s'est dit. Non, je vais faire une petite introduction. Fantastique. Donc, Ouais. je vais arrêter mon partage d'écran. Stop share. Et puis, je te laisse la parole. Ok. Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi. Voilà. Bon, et ben bonjour à toutes et tous. Donc bon bah moi c'est l'après-midi hein, chez moi, mais je crois que chez vous c'est plutôt bon matin du coup. Donc je suis effectivement Pauline Scherrer, je suis sociologue intervenante. Ça veut dire que je pratique la recherche-action. Sur les questions d'accès à l'alimentation, inégalité sociale en matière d'alimentation, et puis de plus en plus sur cette notion, on va dire, de démocratie alimentaire. Donc moi, juste pour me situer, je travaille dans une association et je travaille en particulier au sein d'un collectif qui existe maintenant depuis 3 4 ans sur Montpellier, qui s'appelle Territoire à vivre. À partir de ce collectif associatif, je mène ce travail de recherche-action, en collaboration étroite avec des chercheurs académiques
de différents laboratoires qu'on a ici sur Montpellier, comme le CIRAD ou l'INRAE. Voilà. Donc c'est un projet de recherche-action qui est très collectif. Il y a énormément de parties prenantes, mais c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui le projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager dans un premier temps mon écran, moi aussi. Puis après, on passera sur le film, puisqu'on a prévu de vous projeter comme entrée en matière un petit film sur cette expérimentation qui s'appelle donc la Caisse alimentaire commune. Alors, peut-être avant que vous rentriez un peu dans ce petit film, je vais vous raconter d'où vient un petit peu cette expérimentation, qu'est-ce que c'est son historique, puisqu'elle est née bien sûr de différentes réflexions, de différentes pratiques qui étaient déjà là. Donc nous, sur notre territoire, un petit peu tout ce que vous avez cité un peu tout à l'heure, on a divers projets de supermarchés coopératifs, d'épiceries associatives, citoyennes, de jardins partagés, de cuisine collective. Voilà, on a un peu cette histoire de ce qu'on appelle nous ici un peu les alternatives, parce que ça reste assez minoritaire finalement par rapport à notre système alimentaire principal. Donc, cette caisse alimentaire commune, elle est née d'une réflexion entre tous ces acteurs locaux qui tentent de répondre aux enjeux très nombreux, on va dire, de l'accès à l'alimentation dans un contexte de nécessaire transition des pratiques alimentaires. Donc, je pense que vous êtes tous et toutes concernés par ce sujet. Comment on permet à la fois au plus grand nombre de personnes possible d'accéder à l'alimentation, de faire de l'alimentation un droit tout en prenant en compte cet enjeu d'accéder à une alimentation de qualité, notamment en termes de santé et d'environnement. Et puis, toujours aussi cet enjeu de comment on rend possible le choix de son alimentation à toutes et tous. Donc toutes ces alternatives existaient déjà sur notre territoire. Et puis, il y a 3 4 ans, une idée a commencé, une réflexion politique a commencé à émerger en France autour de une idée de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, donc ça c'est une réflexion qui était au départ plutôt portée par un collectif au niveau national, un collectif d'associations, d'ONG, etc., qui disent, puisque l'alimentation est un droit, puisque notre système alimentaire a besoin d'être réformé, transformé pour aller vers un système plus durable, pourquoi ne pas étendre la protection sociale, qu'on connaît principalement pour la santé, mais aussi pour l'emploi, etc. Pourquoi ne pas étendre notre modèle de sécurité sociale à l'alimentation? Donc, en d'autres termes, pour la France, ce serait une sorte de carte vitale de l'alimentation qui garantirait à chaque résident du pays un budget alimentaire de base pour pouvoir se nourrir. Ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il faut bien comprendre que pour l'instant, c'est une idée, c'est une réflexion, ça n'existe pas. Mais il a été, on va dire, théorisé, pensé sur la base de 3 piliers fondamentaux que serait une véritable sécurité sociale de l'alimentation. Premier principe, l'universalité. Donc là, on est vraiment sur une question de droit pour tous. On n'est plus sur des dispositifs qui ciblent un certain public en situation de précarité. On est vraiment sur une protection sociale pour l'ensemble de la population. Et donc, ils avaient imaginé un montant de 150 euros par personne et par mois pour pouvoir se nourrir. Deuxième pilier de cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation, un financement basé sur une cotisation. Donc, comme on le connaît actuellement aussi pour notre système de protection sociale, on ajouterait une nouvelle cotisation obligatoire sur la valeur qui est créée par le travail pour pouvoir financer cette fameuse carte vitale de l'alimentation. Et enfin, troisième pilier de cette idée, qui est très importante et pourtant un peu complexe, c'est qu'avec cette carte vitale, on ne pourrait pas acheter n'importe quel produit dans n'importe quel endroit. On aurait accès à une alimentation conventionnée. Conventionnée veut dire une alimentation choisie de manière démocratique par les citoyens et les citoyennes. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation et aussi ce qui en fait un sujet complexe à mettre en œuvre, puisque en fait, derrière tout ça, la question, c'est comment effectivement on fait de l'alimentation un sujet de démocratie, comment on permet aux citoyens, aux citoyennes de s'approprier, de s'emparer du sujet
de s'informer et d'aller vers des choix collectifs sur la manière dont on souhaite finalement se nourrir dans notre société et donc la manière dont on souhaite produire. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche, comme on dit, systémique de l'alimentation qui part de la production jusqu'à la consommation en passant par toutes les autres étapes. Donc ce conventionnement démocratique, c'est vraiment le cœur de cette proposition politique et qui a été mise, voilà, mise, on va dire, dans le débat public par ce collectif national. Donc, sur la base de cette idée, on a vu en France naître en fait différentes expérimentations ou différents groupes locaux qui se sont intéressés à cette idée, qui se sont un peu emparés et qui ont essayé d'en faire quelque chose parce que ça semblait plutôt intéressant. Pourquoi ça semblait intéressant? Parce que c'était une manière, alors même si ça pouvait paraître très utopique au départ, hein, on est dans un moment politique où on va pas dans le sens de plus de protection sociale, on est plutôt dans le sens inverse. Mais une idée voilà, qui a intrigué, qui a plu. Pourquoi? Parce qu'elle permettait de dépasser finalement, je pense, toutes les limites qu'on rencontre dans nos dispositifs, que ce soit épicerie solidaire, aide alimentaire, supermarché coopératif, qui est que, en fait, on n'arrive pas à tendre vers cet accès de tous et toutes à une alimentation de qualité, durable, etc. Forcément, puisqu'on fait avec un système qui n'est pas construit pour ça. Donc, voilà, on bricole un peu des choses pour tenter quand même de répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire un focus sur l'expérimentation de Montpellier, qui a été une des premières expérimentations à se mettre en place en France et que j'ai la chance d'avoir pu pouvoir piloter depuis 3 ans avec mon collègue Marco Locuratolo, qui lui travaille dans une organisation de paysans qui s'appelle la Fédération régionale des CIVAM et qui, comme son nom l'indique, voilà, fédère des paysans et des paysannes engagés vers l'agroécologie notamment. Donc, avant de vous montrer un peu plus via le film, de manière un peu plus précise les choses, je vous explique dans les grands principes l'idée de la caisse alimentaire commune. Vous voyez que ce qui est au centre du dessin, c'est le comité citoyen de l'alimentation. Donc, dès le départ, cet objectif de faire de l'alimentation un sujet de démocratie est central. Donc, on a passé du temps à regrouper, fédérer, mobiliser des habitants et des habitantes pour constituer ce comité citoyen de l'alimentation, qui est un petit peu le cœur de la prise de décision concernant la caisse. C'est ce comité qui décide en fait du fonctionnement de la caisse et qui décide notamment de deux choses importantes. Qu'est-ce qu'on fait du budget? Puisque vous voyez en haut du dessin, la caisse, c'est de l'argent, c'est un budget qui est abondé par deux sources différentes. D'une part, des cotisations des participants, selon un principe, chacun cotise chaque mois en fonction de ses moyens. Par exemple, on a des personnes qui vont cotiser 1 euro, d'autres 10, 20, 30, jusqu'à 150 euros, voire 200. Mais par contre, tout le monde va recevoir l'équivalent de 100 euros en monnaie alimentaire. Tout le monde a le même budget, quelle que soit sa cotisation. C'est un principe, on va dire, classique de solidarité, de redistribution. Et puis, pour compléter ce budget, on a obtenu des subventions dans le cadre de ce projet de recherche expérimentation pour pouvoir compléter le budget au cas où il ne serait pas complètement, on va dire, couvert par les cotisations des participants. Donc, le comité citoyen, vous le verrez tout à l'heure, c'est lui qui décide de comment on cotise à la caisse, combien on cotise, en fonction de quels critères, etc. Ensuite, l'autre élément important, c'est le circuit de distribution conventionné, puisque l'autre grande mission du comité citoyen, c'est justement de définir à quelle alimentation on peut avoir accès avec la caisse alimentaire commune. Et donc là, c'est tout un travail en fait d'éducation populaire, de rencontres régulières, hein. Ils se réunissent depuis maintenant 2 ans, tous les mois, pour définir finalement ce qu'est une bonne alimentation pour le groupe, pour le collectif. Et là, ce qui est important aussi, c'est tout cet espace d'apprentissage, alors je pense qu'on dirait peut-être à Montréal d'action communautaire, qui va engendrer, on va dire, à la fois des processus individuels pour les personnes, hein,
d'engagement, de prise de confiance, d'apprentissage aussi sur le système alimentaire, et puis une dynamique collective pour finalement formuler des souhaits, formuler des aspirations collectives en termes d'alimentation. Et donc, une fois qu'ils ont fait tout ce travail-là de réflexion, eh bien, ils vont très concrètement à la rencontre de producteurs, de magasins, d'épiceries sur le territoire pour leur proposer d'être conventionnés par la Caisse alimentaire commune. Aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de points, ce qu'on appelle des points de vente, qui sont conventionnés sur le territoire, qui peuvent être soit des producteurs en direct, soit des boutiques. Voilà. Et puis on va dire, ingrédient de la caisse, c'est ce qu'on appelle nous la MONA, la monnaie alimentaire, qui est, alors c'est pas vraiment une monnaie, en fait, c'est plus un outil de transaction numérique qui permet tout simplement de manière très concrète aux personnes de faire leurs achats dans les points de vente qui ont été conventionnés. Voilà, donc je vous ai fait le petit topo. Les questions qu'on va avoir derrière, bah, c'est vraiment, enfin, la question de départ, c'était comment on fait démocratie alimentaire. C'était un peu, voilà, notre questionnement original, avec un petit peu ces deux aspects de la démocratie alimentaire. D'une part, on pourrait dire démocratiser l'accès à une alimentation de qualité, puisqu'on sait aujourd'hui que cette alimentation, malheureusement, elle est réservée à une certaine partie de la population, hein. Quand on parle d'une alimentation, par exemple, biologique, d'une alimentation en circuit court, d'une alimentation avec des qualités nutritionnelles hautes, elle n'est pas accessible à l'ensemble de la population. Et puis, d'autre part, le deuxième aspect, c'est exercer sa participation citoyenne, donc exercer son pouvoir de décision en tant que citoyen sur le système alimentaire. Nous, en France, j'imagine que ça doit être équivalent au Québec, on fait en moyenne entre 70 et 80% de nos courses dans les supermarchés. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons décidé de manière démocratique, d'avoir ces hypermarchés, toutes ces références de yaourts, etc. Eh bien, la réponse est plutôt non, c'est-à-dire finalement, le système alimentaire dans lequel on évolue, en termes d'offres notamment, n'est pas forcément quelque chose qui a fait l'objet d'une réflexion collective ou d'un exercice démocratique. C'est plutôt, comme on dit, le marché économique hein, qui va influer finalement sur cette offre alimentaire. Donc, un peu ces deux aspects qu'on essaye de travailler à travers cette expérimentation. Donc, bah, la question, voilà, l'hypothèse plutôt qu'on a pu formuler au moment de lancer ce travail, bah, c'est que la caisse alimentaire commune peut constituer cet espace de démocratie alimentaire qui articule ben, voilà, des formes de citoyenneté autour de l'alimentation, mais aussi des questions de politique publique pour pouvoir porter bah, du changement dans les systèmes alimentaires en termes d'accès, en termes de durabilité, etc., etc. Et de pratiques alimentaires, évidemment. Quelques petites images pour vous montrer bah, comment on s'y est pris pour engager ce travail. Comme je vous disais tout à l'heure, et ça c'est très important dans notre histoire, c'est que ça part d'un collectif de coopération, ça part du regroupement, on va dire, de plus de 20-25 organisations différentes qui appartiennent soit au monde paysan, soit au monde de la solidarité alimentaire, de la recherche, de l'éducation populaire. Donc, on a pu monter cette expérimentation grâce à la coopération de tous ces acteurs. Et puis ensuite, autre aspect important qui a précédé le projet, c'est un travail de mobilisation important qu'on a pu faire pendant au moins 6 mois, 8 mois, dans plein de quartiers, en s'appuyant sur des associations de quartiers, en s'appuyant voilà, sur des collectifs d'habitants qui existaient déjà, pour donner envie à des personnes de rejoindre ce comité citoyen et cette caisse alimentaire commune et pouvoir vraiment lui donner vie et décider de son fonctionnement. Et donc, on avait à cette époque-là, voilà, multiplié, on va dire, les temps forts, les temps de co-construction pour se dire, bah, finalement, qu'est-ce que ce serait un comité citoyen de l'alimentation? Qu'est-ce qu'il ferait? Qui serait dedans? Etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu les étapes préalables. Et là, Erika, si ça te convient, je pense qu'on peut lancer le film qui va nous permettre de rentrer de manière beaucoup plus vécue dans le comité citoyen et son travail. Oui, parfait. On va lancer ça.
Je peux le faire, ceci dit, si tu veux, c'est comme tu veux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, fantastique. Ça sera pas long. Est-ce que vous entendez le son? Hé hé, évidemment. Ce sera pas long. tu veux que j'essaye de mon côté? Je, je pense que ça fonctionne, le son? Non, OK. Ouais, si tu veux essayer, ben, c'est normalement. Ça marchait pas plus? Non? OK, bon. Go police. Je suis désolée. Ouais, stop share. Voilà, super. C'est Hop. le pire matin de technique pour l'espace cuisine. Désolé tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez? Attendez, c'est pas du tout ça. Espérons que ça marche. Moi, j'ai entendu Ouais, parler ça qu'il y marche. a un comité étant à faire de l'accès à l'alimentation saine un droit. Buongiorno, je m'appelle Ivana, voici Casimir et Stella. Nous sommes tous les trois membres du comité citoyen de l'alimentation de Montpellier, l'instance qui gouverne la caisse alimentaire commune, c'est-à-dire qui décide et réfléchit de son fonctionnement. Nous allons vous présenter cette expérimentation de démocratie alimentaire. La caisse alimentaire, c'est un budget commun issu de fonds publics, privés et des cotisations de ses membres. Chacune et chacun cotise selon ses moyens un minimum de 1 euro par mois et reçoit 100 euros en monnaie, une monnaie numérique à dépenser dans un circuit alimentaire conventionné, c'est-à-dire choisi par un comité citoyen. À ce jour, ce comité citoyen est composé de 47 membres, dont la moitié vivent des situations de précarité alimentaire, et il se réunit une fois par mois. Nous avons commencé en octobre 2022. Un an plus tard, 2 marchés, 8 magasins, une trentaine de producteurs et productrices sont conventionnés et 350 habitants et habitantes de la métropole de Montpellier font partie de la caisse alimentaire commune. On ne s'arrête pas là. Nous participons actuellement à un collectif national qui travaille à l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation, parce que s'alimenter est un droit. Nous devons aujourd'hui l'ajouter au régime général de la sécurité sociale pour permettre à tous et à toutes de disposer chaque mois d'un budget alimentaire garanti, tout en soutenant un autre système alimentaire. C'est une question sur les cotisations. Je considère que personne ne connaît mieux sa propre situation que soi-même. On divise par le nombre de personnes, c'est ça? Non, en fait, c'est du revenu, elle marche qu'un pour une personne seule. Cet indicateur-là, il ne marche pas pour les ménages. Ah, voilà. On met en commun des moyens économiques et ceux qui peuvent payer plus payent plus et ceux qui peuvent payer moins profitent plus. Et voilà, je trouve que ça, c'est juste et démocratique. Il y a quand même une volonté politique d'aller vers quelque chose de plus démocratique et de plus sain pour faciliter, et qui a une conscience environnementale, pour faciliter l'accès à une alimentation de qualité pour tous, et de qualité pour la personne qui consomme, mais aussi qui permet de préserver la qualité de vie des paysans et aussi la qualité des sols. Et 90. Je suppose qu'il faut que je tente mon objet diabolique. Eh oui. Ce que je viens de faire avec mon téléphone,
je viens de réaliser une opération financière. Donc j'ai encaissé le montant de l'achat des fromages sur un système de paiement solidaire, on va dire dématérialisé. C'est un petit peu le même principe qu'une carte bancaire, sauf que c'est du direct consommateur, utilisateur, et voilà, tout simplement. J'ai une dizaine de personnes ce matin qui ont payé en main. Donc, C'est la carte, ça marche. non, je prends la Mona, la monnaie alimentaire numérique solidaire. C'est un projet très atypique et qui pourrait paraître comme risqué même pour une collectivité de soutenir parce qu'on est vraiment dans l'empowerment, quoi, de la façon dont les citoyens vraiment prennent le pouvoir sur leur alimentation et même plus globalement sur le système alimentaire. Donc, ils décident de où sont les points de vente, ils décident de ce que c'est qu'une alimentation durable, ils décident de la relation qu'ils veulent instaurer avec les agriculteurs. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs instances qui se réunissent parallèlement, donc le comité citoyen, le comité scientifique, le comité de suivi. C'est important que ces instances ou ces personnes se rejoignent à certains moments, pas tout le temps. Là, le comité citoyen, par exemple, aujourd'hui, on a été invité. C'est la deuxième fois qu'on est invité. Je pense que c'est important qu'on ne participe pas tout le temps, mais qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et à l'inverse, sur le comité de suivi, il y a des membres du comité citoyen qui vont être invités. C'est important qu'il n'y ait pas de déconnexion forte entre les différentes parties prenantes du projet. Ça va? Oui, très bien. Et toi, ça va? Ah, t'es animatrice maintenant, toi? Non. Ils m'ont donné une animatrice, mais... Non. Moi, je suis quelqu'un qui... des réunions comme ça, j'aime pas trop. Alors, ça me fait concentrer un peu plus sur... d'écouter, d'essayer de parler, parce que des fois, je n'aime pas trop parler devant tout le monde. Et c'est convivial parce que, bon, voilà, on est... à force, on a depuis le mois de septembre que ça a été ouvert. Ça veut dire, ça fait 8 mois, c'est ça à peu près. On se connaît, voilà, et c'est une amitié, voilà, le groupe, c'est une amitié. Vous allez plutôt vous positionner si vous avez un sentiment comment dire, de perplexité ou de doute par rapport au travail de conventionnement qui a démarré la dernière fois. D'accord. Et là, c'est plutôt, je suis très motivé, je vois. Non, je suis au clair. Je suis au clair, je vois très bien, ce qu'on est en train de faire. Pour moi, la démarche est claire. La précarité alimentaire, c'est aller au resto du cœur, aller au secours populaire, ne pas finir à découvert à 400 ou 500 euros sur le compte, ce qui était mon cas pendant très très longtemps, quoi. Donc, manger quasiment la même chose toute la semaine. Donc, je suis arrivée timidement dans l'expérimentation, sans savoir où j'allais, sans savoir pourquoi je faisais ça. Et puis, j'ai compris que ma place était là parce que j'ai la parole, parce que je décide de certaines questions qui préoccupent pas mal de monde comme moi, ou même qui n'est pas comme moi, parce que je me suis rendu compte qu'on avait quasiment tous la même préoccupation, et même des gens de différents horizons. Riches, pas riches, pauvres, pas pauvres, petits, gros, moyens, qui mangent, qui aiment beaucoup manger ou qui aiment pas trop manger, voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Et pourquoi je suis restée, c'est parce que vraiment, j'ai ma place dans le sens où on me demande mon avis, où on le respecte et où on le prend en compte. C'est pas un politicien ou un chercheur ou une grosse tête, comme je les appelle, une grosse tête qui va se dire, bah non, ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi. En fait, non, on demande à nous, qu'est-ce qui est bien pour toi? Donc, ensemble, on construit ce qui est bien pour nous. Des lieux sur lesquels on a besoin encore d'approfondir un peu la réflexion par rapport à ce qui aurait été dit dans l'étape sur les indicateurs. Des lieux qu'on écarte complètement parce qu'ils ne sont pas forcément répondus. Et puis des lieux qu'on voudrait rajouter dans les visites à réaliser dans les prochaines semaines. Comment ça va? Ça va bien. Alimentaire, 4 de durabilité, 4 de praticité. Et nous, on va travailler sur un critère en particulier, qui est celui de la qualité. Et l'idée, c'est du coup de retravailler dans un premier temps les indicateurs, donc ce qu'on va pouvoir regarder, caractériser, ou même, voire même mesurer, pour apprécier ce critère de qualité. Et du coup,
Donc pour une enseigne, un lieu de distribution, on regarder un certain nombre d'indicateurs et du coup être capable de positionner l'enseigne sur un gradient de très bon à mauvais. Nous, on arrive avec nos témoignages qui sont perçus non pas comme anecdotiques, donc c'est vraiment le cœur de notre travail. On arrive chacun avec notre parcours, notre vision des choses, et puis on a par-dessus ça des gens qui viennent avec une étiquette de spécialiste, mais toujours avec beaucoup d'humilité et toujours amener, en fait, juste amener des supports, quoi. J'aime assez me sentir participer réellement tout en me laissant un petit peu porter. C'est assez confortable. Qui est là samedi? Ah, attendez. De changer cette dynamique d'aide alimentaire qui me convient pas du tout, qui correspond pas du tout à mes valeurs. J'ai l'impression qu'on nourrit les pauvres avec la malbouffe du surplus de la grande distribution, ce qui me pose problème à tellement de niveaux qu'on n'aurait pas le temps en une journée de le définir. Et le fait de participer à la caisse, ben, ça me fait me dire que je peux faire quand même des choses et que je peux essayer d'influer à petite échelle sur un système qui ne me convient pas. Et du coup, bah, non seulement ça me donne bonne conscience, mais en plus, j'ai l'impression que je reprends du pouvoir sur quelque chose qui ne m'allait pas. Le processus est à mon sens démocratique, mais prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que il faut me consacrer une demi-journée toutes les 3 semaines. Alors, il y a des choses qui sont mises en place, comme par exemple le fait qu'il y ait une garde d'enfants ou d'autres choses. Les gens qui ne seraient pas très à l'aise pour parler en public, il y a des choses qui sont mises en place aussi pour vérifier que tout le monde a pu s'exprimer. Sur un sujet qui est vraiment partagé par tout le monde commun et sur lequel chacun a une expérience aussi valide les uns que les autres, c'est pour moi un exercice passionnant d'apprentissage, de comment réussir à faire exprimer chacun et prendre en compte la position de chacun avec ce système de décision qu'on a voulu justement le plus consensuel possible, en évitant de recourir au vote, en évitant des choses où il y a des gens qui pourraient vraiment ne pas se retrouver dans une décision qui est prise. Conventionnellement. Parce que là, on recrute plein de nouvelles personnes. Et effectivement, moi, je trouve ça déjà limitant pour moi d'avoir ces 5 points de vente. Donc, j'ai une forte attente d'aller plus vite sur le conventionnement. De maïs, c'est pas mal aussi. C'est comme un litre de lait coûte 1 euro. Lait de coco aussi, c'est pas mal. J'aime le de coco, mais il est un peu cher. Après là, justement, on peut se permettre, parce qu'avec la Mona, on a comme un amorti, quoi, et on peut fermer les yeux un peu sur le prix. Pas comme d'habitude, quoi. On peut acheter que l'alimentaire. On peut pas acheter que les autres choses, en fait. Donc ça sert à rien de regarder ici. Du coup, je paye avec la Mona. Paiement réussi. C'est top. Tu vois, c'est facile d'utiliser la Mona comme bonjour. Les tomates qui sont là, les tomates, on en a déjà. Celles-ci, elles sont. Vous voyez, elles commencent à être un peu jaunes. C'est celles qu'on n'a pas encore plantées. Bon, qui vont être un peu de secours parce que des fois, on plante et puis il y a des plants qui meurent. Donc, on en garde toujours un petit peu qui vont venir remplacer. On a invité différents producteurs voilà, qu'on connaissait, qui avaient envie de venir échanger avec nous ce matin. Et donc, on va le faire en mode cercle samoa. Vous voyez, il y a 3 chaises vertes. On va dire que ce sont les chaises producteurs. Il y a 3 chaises blanches qui sont les chaises comité citoyen. Pourquoi ça m'intéresse de venir ici? C'est pas tant pour moi, en fait. Enfin, si, c'est un peu, c'est plus politique, quoi. C'est que moi, concrètement, je fais du bio par conviction, et compagnie, là, là. Donc, je vends un peu en direct, donc j'ai un peu de retour en direct. Après, le reste, je le vends en demi-gros, donc je vois pas les clients, en fait. Enfin, je vois pas les clients finaux, donc je vois que les intermédiaires.
mais je sais concrètement qui c'est qui mange ma nourriture. Voilà. Et c'est vraiment un des seuls trucs qui me dérange dans mon métier, quoi. De, de savoir qu'il n'y a que des gens qui ont les moyens ou qui ont la culture de à ça. Et ça, c'est vraiment un des trucs qui me. Ouais, c'est un mot poli qui m'embête. Voilà. Et ça termine toujours par un repas commun qui est flambant parce que ça aussi c'est confortable. On a réfléchi 4 heures et derrière il y a une assiette remplie. On n'a eu aucun effort à faire, c'est toujours délicieux. Voilà, c'est un engagement qui est conséquent, mais qui est pas lourd. C'est des cannelloni, pas de lasagne, des cannelloni ricotta et pinard. Wow, d'accord, merci. Non, non, merci. Je peux ça fait plaisir, tu sarrasin. Pas de sarrasin. Ça n'a pas été tout à fait facile pour le son puis l'image. J'espère que Ah bon? c'était correct. Ah Ben, mince. c'était limite. Disons que j'étais sur le qui-vive, j'ai donné le lien, mais bon, Jean-Philippe Bon, trouve que c'est une belle initiative, donc on a réussi à suivre. Puis le bon, lien du désolé. film, il a été mis dans le chat. Ok. Chez moi, c'est vrai que c'était bon, donc j'ai pas pensé. Hop. Donc ben voilà, je pense que vous avez pu rentrer un petit peu, pardon, dans cette aventure qu'est la caisse alimentaire commune. Donc, voilà, qui est un petit peu concentré, on va dire, le film sur l'activité du comité citoyen, mais on voit aussi, bah voilà, tout simplement comment se font les achats alimentaires, etc. Donc, dans l'histoire, on a démarré ça donc en octobre 2022, avec ces 50 premiers participants qui forment le comité citoyen. Et ensuite, on a lancé officiellement l'expérimentation économique, on va dire, de caisse en février 2023. Et donc, on a lancé un appel à participation auprès de la population de notre métropole de Montpellier pour avoir un certain nombre de personnes, de foyers, on va dire, qui puissent expérimenter cette caisse et la MONA, la monnaie alimentaire. Donc là, vous avez un petit peu la typologie, les profils, on va dire, des personnes qui participent à cette expérimentation. D'un côté, les membres du comité citoyen, de l'autre, les utilisateurs, les expérimentateurs, expérimentatrices de la caisse. Donc voilà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes hein, qui sont actrices de ce projet, que ce soit au niveau du comité ou des expérimentatrices. On a une surreprésentation de personnes plutôt en situation de précarité par rapport à la population générale. Ça, il faut dire que c'était aussi un souhait du comité citoyen que l'expérimentation, même si elle a un but aussi, on va dire, scientifique et de plaidoyer politique, elle puisse avoir une utilité sociale directe, elle puisse réellement permettre à des personnes de mieux se nourrir grâce à la caisse. Et par contre, autre chose qu'on peut noter qui est un peu significatif, c'est qu'on a beaucoup de personnes diplômées dans l'expérimentation, ce qui n'est pas représentatif pour le coup de la population générale. Et donc, d'une manière, on va dire un peu globale, on a quand même une assez grande diversité de profils de personnes qui participent, mais quand même avec forcément, on va dire, des gens que ça intéresse, voilà, qui avaient une sensibilité par rapport à ça pour une grande partie d'entre eux. Donc là, je vous remets les grands principes, mais bon, je pense qu'avec le film, c'est clair, hein, chacun cotise vraiment en fonction de ses moyens. Peut-être ce qu'il faut noter, c'est que le choix du comité citoyen a été de ne pas mettre comment dire, ils n'ont pas demandé aux gens de justifier de leurs revenus. Ils ont souhaité, en fait, que ce soit un système de confiance et de faire valoir, en fait, cette idée de l'interdépendance des uns et des autres, de la responsabilité mutuelle et donc, ils ont créé, pour faciliter les cotisations, une sorte de guide qui vous dit, en gros, si vous gagnez tant,
on vous suggère de cotiser tant. Mais ça reste une suggestion et les personnes restent libres du montant de leur cotisation. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est très important dans cette histoire, puisque on l'a interprété aussi comme étant un rejet un peu et une envie de faire autrement par rapport à ce qui est imposé souvent voilà, dans l'action sociale, avec ce contrôle très fort qui va s'exercer sur les personnes, notamment pour avoir recours à un panier, à un colis alimentaire ou à une aide alimentaire. Là, vous voyez de manière un peu plus précise l'interface Mona. Donc, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone, par exemple, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone, un smartphone pour utiliser la Mona. Vous pouvez aller cotiser dans des lieux physiques auprès de personnes réelles. Et ensuite, par contre, vous avez juste besoin d'avoir un code. Vous devez éditer un code, un peu comme une carte bleue, pour pouvoir faire vos achats chez le commerçant. Ça, je vous ai mis quelques éléments chiffrés. Pour vous montrer un petit peu tous les participants, ce que ça représente comme budget. Donc, c'est quand même plus de 500 000 mona qui ont été versés depuis le début de l'expérimentation. Et donc, peut-être ça vous intéressera de savoir que la caisse, elle est actuellement financée pour un peu plus de la moitié par les cotisants. Et l'autre moitié est financée par des subventions qu'on a obtenues de l'action publique, les collectivités, mais aussi de fondations privées qui ont bien voulu, on va dire, financer cette expérimentation pour voir un peu ce que ça donne. L'autre élément intéressant, c'est que les montants de cotisation sont, vous voyez dans le graphique qui est en haut là, sont liés aux revenus. C'est-à-dire que, en gros, le montant de cotisation suit à peu près la courbe des revenus, à part comment dire, originalités, comme c'est au milieu, là, vous voyez, quelqu'un qui cotise énormément alors qu'il a un revenu plutôt moyen. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, je pense, peut-être pour rentrer un peu dans cette mécanique du conventionnement démocratique et vous montrer comment le comité citoyen a essayé d'élaborer sa grille de conventionnement pour définir ce qu'elle entend par alimentation de qualité. Donc il y a 5 grands critères qui ont été choisis. Un critère plutôt de praticité et d'accessibilité, c'est-à-dire est-ce que le magasin, le producteur sont accessibles en transport, par exemple, en commun? Est-ce que on a un maillage du territoire qui est suffisamment varié? Voilà, des choses de ce type. Ensuite, on a bien sûr la qualité environnementale et santé des produits qui sont proposés dans le point de vente. Donc là, ça va être toute la question des pratiques agricoles notamment, ou de la qualité nutritionnelle des produits. Un autre critère sur la relation avec les producteurs, donc notamment les partenariats qui sont tissés entre le magasin, si c'est un magasin, et le producteur, la question de la rémunération, du prix qui est proposé donc au producteur. Un critère autour des modèles économiques, c'est s'intéresser aux marges, par exemple, qui sont faites par le magasin sur le produit acheté au départ. Est-ce que c'est très pyramidal ou est-ce qu'il y a des prises de décision plus collectives? Bon, en gros, derrière, c'était l'idée un peu de favoriser, alors, par exemple, l'économie sociale et solidaire autour de la distribution alimentaire. Alors, c'est pas exclusivement de l'économie sociale et solidaire, hein. On a des structures privées classiques, des petites structures, notamment des petites épiceries de quartier qui peuvent être conventionnées, mais en tout cas d'essayer de privilégier des modèles économiques les plus respectueux, on va dire, possibles, à la fois des travailleurs, mais aussi des consommateurs. Et puis, ils avaient rajouté un critère de relation entre le point de vente et le comité citoyen, voilà, pour s'assurer qu'il y avait des bonnes relations, ça se faisait dans des bonnes conditions relationnelles, ce travail de partenariat. Voilà, vous avez un petit peu la répartition. Bon, je sais pas si ça vous parle, Montpellier, mais des points de vente sur notre territoire. Alors, avec pas mal de choses en centre-ville. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel on veut continuer de travailler pour la suite. On manque un petit peu de points de vente dans des quartiers plus périphériques. Il y en a, mais il y en a peut-être pas suffisamment. Parce que on a toujours une tension à gérer dans cette expérimentation qui est à la fois d'être au plus proche des critères de conventionnement de qualité et en même temps, il faut que ça reste pratique pour les expérimentateurs. Sinon, au bout d'un mois, ils lâchent l'affaire et ils ont plus envie d'expérimenter parce que ça leur demande d'aller à l'autre bout de la ville pour faire des courses, ce qui n'est pas envisageable pour nous tous et toutes.
Voilà. Et ensuite, peut-être avant de faire un premier échange sur le dispositif en lui-même, parce qu'après, si on a le temps et que vous avez envie, je pourrais vous développer un petit peu les résultats de notre observation, de notre analyse scientifique, pour vous montrer qu'on a fait différentes hypothèses autour de cette expérimentation en termes de recherche, et donc on observe en gros qu'est-ce que ce dispositif produit comme effet, quels sont les changements qu'il est susceptible d'apporter. Donc, bien sûr, sur la question de la précarité alimentaire, ça c'est très important, c'est un petit peu notre port d'entrée au départ. Et quand je dis précarité alimentaire, c'est dans toutes ses dimensions. Bien sûr, quantité d'alimentation, mais aussi qualité, diversité, et puis des dimensions sociales aussi. Donc, toute cette question des sociabilités, du lien social qui peut se recréer autour de l'alimentation, les dimensions plus psychologiques, liées au sentiment de sécurité, liées au bien-être. Voilà, donc ça, c'est toutes des dimensions qu'on va regarder. Ensuite, on a une thématique sur ce qu'on appelle la citoyenneté alimentaire. Comment les personnes qui participent peuvent avoir comment dire, développer des apprentissages autour des systèmes alimentaires, peut-être des dynamiques de développement du pouvoir d'agir, à la fois individuel mais aussi collective, des notions d'engagement. Et puis, autre chose, une forme de est-ce que la caisse produit une forme de politisation, peut-être, du sujet de l'alimentation chez les participants, qui pourrait donner envie de défendre quelque chose collectivement, de rentrer un peu dans cette dynamique de plaidoyer? Bien sûr, on observe les effets potentiels sur les pratiques alimentaires. Donc là, ça va se traduire dans les choix de lieux d'approvisionnement, dans le choix de produits, dans ce qu'on met dans son assiette, le rapport à la cuisine, les représentations aussi autour de l'alimentation. On sait qu'on a des représentations qui sont souvent un peu stéréotypées sur les différents types d'alimentation. Voilà. Est-ce que ça peut faire évoluer ce genre de choses? Donc ça, c'est un premier niveau. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est plutôt est-ce que la caisse peut agir sur l'offre alimentaire à travers le conventionnement? Est-ce que ça peut permettre voilà, d'améliorer des approvisionnements et peut-être derrière aussi d'agir sur des filières, sur la production de notre système alimentaire territorial? Donc, bon, ça, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'effets là-dessus. On est encore un petit peu court en temps et un petit peu petit, mais par contre, sur tous les autres aspects, il y a plein de choses qu'on a pu observer. Et donc, plus globalement, ça c'est un peu le troisième niveau du bas, on va regarder aussi qu'est-ce que cette expérimentation, elle peut produire en termes de transformation sociale au sens large, donc les grands sujets de la transformation sociale, justice sociale, rapport de domination, inégalité. Et puis sur les politiques publiques, bien sûr, est-ce que finalement notre expérimentation influence d'une manière ou d'une autre les politiques publiques à l'échelle locale, voire à l'échelle nationale? Bon, pour l'instant, à l'échelle nationale, c'est pas très réussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde aussi, bien sûr, la dimension économique, et puis ce qu'on souhaite aussi, et les hypothèses qu'on a formulées, c'est que cette expérimentation locale puisse nourrir le projet national qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation, lui donner des informations, lui donner corps, peut-être réorienter certains aspects de la réflexion. Voilà, donc peut-être Erika, je propose qu'on fasse un premier échange, peut-être sur le dispositif, s'il y a des questions, sur la manière dont on s'y est pris, sur les gens qui participent. Et après, s'il nous reste du temps, je pourrais vous parler un petit peu des résultats de la recherche. Oui, des gens. Merci beaucoup, Pauline. C'est super intéressant. Là, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette caisse, puis à chaque fois, je suis complètement ébahie par la force de ce projet-là. Merci. Il y a beaucoup de questions déjà dans le chat, puis je sais que les gens en ont aussi dans leur tête. Je vais commencer, mais s'il y a des gens qui veulent lever la main, qui ont des questions dans leur tête, qui n'ont pas affiché encore dans le chat, n'hésitez pas aussi à lever la main. On va alterner. J'ai une question intéressante par rapport. Il y a plein de questions intéressantes, elles sont toutes intéressantes, mais au niveau de la fracture numérique, on a parlé d'options pour des personnes qui ont une faible littératie numérique. Peux-tu juste nous revenir sur ça? Parce que dans la vidéo, on voyait que c'était beaucoup sur le cellulaire. Tu as dit que les gens pouvaient aussi se rendre directement dans des lieux. Donc, est-ce qu'il y a une carte pour les gens qui auraient moins justement accès à un cellulaire? Est-ce qu'il y a une carte où est-ce que c'est l'argent est chargé dessus?
Alors, donc, quand je disais, pour l'instant, le support est exclusivement numérique. Il n'y a pas de carte physique, mais c'est une question qu'on se pose potentiellement pour la suite. Mais ce qui demanderait d'équiper encore un petit peu plus les points de vente avec un truc qui fait bip bip là. Mais en tout cas, quand je disais qu'on n'est pas obligé d'avoir un smartphone, c'est au sens où on a ce qu'on appelle des comptoirs d'habitants répartis dans la ville, dans certaines associations par exemple, où les gens peuvent venir physiquement apporter leur cotisation mensuelle et en retour, leur compte va être crédité des 100 mona. Et ensuite, lorsqu'ils se rendent chez le producteur ou dans le magasin, ils vont, le producteur ou le magasin, lui, doit être équipé. Ça, c'est une obligation par contre. Il doit être équipé d'une tablette, d'un smartphone ou d'un ordi, mais bon, souvent, c'est pas un ordi. Et la personne, elle, par contre, va avoir à faire un code. Là où ça a pu poser, alors, du coup, ça n'a pas tant posé problème du côté des participants, si ce n'est pour générer le code. Parce que pour générer le code, il faut avoir une adresse email. Et il faut faire une manipulation et adresse email, générer un code, etc. Donc ça a pu poser problème pour un certain nombre de personnes, mais qu'on a résolu plutôt facilement avec tous les partenaires en fait qui sont dans le collectif et qui peuvent accompagner en fait ces personnes pour générer leur code. Par contre, ce qui a pu poser problème aussi côté producteur, alors les magasins, bah, ils sont équipés, hein, de toute façon, donc pas de problème. Les producteurs sur les marchés, bon, bah, c'est sûr qu'au début, il y en a qui étaient un peu réticents à utiliser le numérique. Donc voilà, plus pour des raisons, on va dire, de valeur, etc. Et puis finalement, bah, celui qu'on voit là dans le film qui dit, je vais sortir mon objet diabolique. Bon, ben lui, au départ, il m'a dit, mais tu vas me faire acheter un smartphone rien que pour ça, c'est pas possible, etc. Et puis finalement, bah, bon, il se trouve que dans sa vie personnelle, il avait besoin d'un smartphone à ce moment-là parce qu'il attendait un enfant. Enfin bref, c'est la petite histoire. Et finalement, maintenant, il me dit, bon, ok, j'ai dû acheter un smartphone, mais bon, voilà, en gros, c'était juste un moyen, c'était pas si gênant. Mais c'est vrai que la question d'une carte physique se pose. Fantastique, parce que ça nous fait penser, c'est sûr, à Montréal, il y a plusieurs bons solidaires qui existent. On a la carte proximité, qui est une carte physique qu'on peut recharger à distance. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien avec la caisse alimentaire commune, puis ce qui se passe à Montréal, puis même ailleurs avec la carte Hmm. proximité. On va y Et revenir. c'est vrai que j'avais pensé parce que j'ai eu la chance de venir à Montréal, donc il y a 2 ans, je crois. Et donc on avait pu voir cette carte de proximité. On était allé sur un marché et je me souviens, on se disait, enfin, on se posait la question du fait qu'elle n'était pas forcément utilisée au maximum par tous et toutes. Et c'est vrai que ce qu'on a observé nous quand même sur l'utilisation de la Mona, c'est que finalement les gens vont beaucoup beaucoup dans les magasins, là où ils peuvent trouver une grande diversité de produits. Et ils vont finalement pas beaucoup vers les producteurs en vente directe parce que la question des marchés, des horaires, des lieux peut être un frein, je pense, dans l'utilisation. C'est-à-dire que si on était, alors je sais pas, on l'a pas testé, mais si on avait mis que des producteurs sur des marchés, peut-être qu'on aurait eu plus de non-recours. Je sais pas. Oui, c'est super intéressant. Ben oui, c'est quelque chose qu'on a peut-être pu observer du côté de la carte proximité, justement. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus tu sais, tu l'as mentionné un peu, mais j'aimerais ça y revenir par rapport à la représentation dans ce collectif, parce que c'est intéressant entre les personnes usagères puis les comités, il y a une représentation qui est quand même différente. On voit dans les deux qu'il y a une surreprésentation de femmes, ce qui est déjà super intéressant, mais au niveau des personnes en situation de précarité, il y a des gens que peut-être qui sont plus en marge, qui sont plus invisibles. Est-ce que il y a une participation au niveau de l'usage de la MONA? Puis est-ce qu'il y a des initiatives que vous faites? Ben, ça a été expliqué un peu dans le film, mais peux-tu revenir par rapport à la participation de ces gens-là Ouais, tant dans les comités que dans leur usage de ouais. la caisse? En fait, voilà, globalement, le schéma, c'est qu'il y a un peu quatre instances. Il y a ce qu'on appelle le collectif de coopération. Là, on est plutôt sur des structures associatives ou coopératives. Donc là, finalement, dans ce collectif, on va trouver des salariés ou des bénévoles de ces associations. Et le rôle de ce collectif, ça a été plutôt au départ de lancer l'expérimentation, de cadrer, de donner un cadre de départ à tout ça, et puis derrière de suivre et de soutenir finalement le travail du comité citoyen. Ensuite, il y a le comité citoyen qui est exclusivement composé d'habitants et d'habitantes qui ne représentent pas forcément
qui ne représentent pas d'association ou de structure. Ils sont là en tant qu'habitants du territoire. Et là, on s'était donné un objectif au départ qu'on a pu remplir, que au moins la moitié de ce comité citoyen, ce soit des personnes concernées directement par la précarité. Pour avoir cette dimension politique aussi, de donner accès à un espace public, à un espace de décision, à des personnes justement plus invisibles, plus en marge, etc. Et dans la dynamique, donc ça fait partie des résultats de la caisse, dans la dynamique de participation qu'on peut observer dans ce comité, on a un effet, comme on dit, un peu de cercle, hein, d'implication. On a un noyau un peu plus actif, des gens qui viennent de manière un peu plus irrégulière. Mais par contre, c'est intéressant de noter que le noyau actif, il est composé pour beaucoup de personnes en situation de précarité. Donc, on n'a pas eu un effet de, finalement, dans le comité citoyen, on recrée un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes inégalités d'accès à la participation. Mais ça reste quand même un point de vigilance important parce que je crois qu'on n'a jamais fini de travailler là-dessus. Il faut réengager en permanence ces dynamiques participatives. Et oui, on peut assister aussi à des effets où les plus diplômés vont prendre plus de place, où les plus militants vont prendre plus de place, et où peut-être on se pose la question, et on est en train d'y revenir en ce moment au bout d'un moment, est-ce que dans un groupe, il n'y a pas un peu, voilà, une forme de norme silencieuse qui s'installe, où finalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut conventionner du bio, etc. Et peut-être qu'on n'a pas accès à la finesse des envies et des aspirations de chacun. Et donc, justement, 2 ans après le lancement de ce comité, là, on est en train un peu avec eux, hein, de faire une lecture un peu critique de ce qu'on a fait pour peut-être faire émerger peut-être un peu plus de controverse et renforcer ce côté démocratique qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de ce projet, hein. Bon, il y a cette dimension économique qui est très importante. Chacun cotise en fonction de ses moyens. Mais ce qui nous semble essentiel aujourd'hui à mettre en avant et à défendre, c'est cette idée que des citoyens et des citoyennes peuvent s'approprier le sujet, même s'il est complexe, peuvent donner leur avis, peuvent mettre en acte leurs décisions et voilà, dans les limites qu'on a pu observer aussi, c'était un peu sur le processus de prise de décision, qui n'était pas toujours, voilà, qui ressortait comme quelque chose qui n'était pas toujours hyper lisible, hyper clair pour tout le monde. Donc là aussi, il y a un petit travail à faire là-dessus. Donc oui, je dirais que globalement, des personnes plutôt en situation de précarité, des revenus modestes, qui ont moins l'habitude de participer, sont plutôt au cœur du dispositif. Par contre, dans les limites, donc ce qu'on a observé aussi en termes de recherche, c'est que les personnes qui ne sont pas dans ce comité citoyen, c'est-à-dire les 300 autres personnes qui expérimentent sans être au cœur de ce comité des décisions, là pour le coup, on a des effets un peu à contre-courant, entre guillemets. Par exemple, on a pu rencontrer en entretien des personnes qui pensaient que la MONA était une aide sociale, qui n'avaient pas du tout compris qu'il y avait des gens de tout type de revenus qui participaient, qui n'avaient pas du tout saisi que c'était des choix démocratiques faits par des habitants, et qui du coup, finalement, reproduisaient un peu les stigmates des aides sociales habituelles. Avec un sentiment un peu de honte d'avoir la mona, de pas trop le dire, de se cacher un peu. Voilà, donc là aussi, on sait qu'on a une marge importante de travail pour la suite, de vraiment donner des opportunités de participation beaucoup plus largement dans cette communauté de participants. Surtout que là, on va ajouter 300 foyers supplémentaires. Donc, on va passer à 700 participants. Et donc, une des choses qu'on va mettre en place, là, dès le mois prochain, c'est que le comité citoyen, donc qui se réunit toujours une fois par mois, va être ouvert, pardon, va être ouvert à tous une fois tous les 3 mois, une fois par trimestre. On va faire une grande assemblée à laquelle tous les participants auront la possibilité de venir pour participer à des décisions. Voilà. Pareil, on essaie de renforcer aussi ce qu'on peut proposer en termes d'éducation populaire pour l'ensemble des participants à base de projections de films, d'ateliers cuisine, enfin, d'activités en fait en lien avec tous les partenaires qui sont dans les quartiers et de proposer des activités spécifiques pour les participants de la caisse pour qu'ils se rencontrent et pour qu'ils vivent aussi des expériences au-delà de l'utilisation de la monnaie. Super, merci Pauline.
Il y a une question de Jean-Philippe Fournier qui est assez. J'aime la question parce que c'est très pratico-pratique, là. Euh, on demande par rapport à la sélection, comment les citoyens sont sélectionnés, mais surtout, la question que j'aime, c'est si toutes les personnes finançaient juste 1 dollar, si les personnes sélectionnées finançaient toutes juste 1 dollar, comment est-ce que vous assurez que ce soit viable finalement le projet? Est-ce qu'il faudrait avoir moins de gens vu qu'il faut fournir plus aux personnes participantes une plus grosse partie du financement? Hmm. Eh ben, les deux questions sont liées, deux réponses sont liées. Donc, alors, vous voyez, on est toujours, je pense que vous connaissez ça aussi, on est toujours à faire des arbitrages entre une dimension citoyenne, une dimension scientifique et une dimension de plaidoyer politique et une dimension sociale. Parce qu'en fait, dans cette expérimentation, on doit toujours jongler avec toutes ces dimensions. Parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a deux autres instances dans la caisse, c'est le conseil scientifique avec les chercheurs et c'est le conseil institutionnel avec les institutions. Et donc, ben, les intérêts sont pas toujours convergents. Donc, nous, avec l'équipe, on a toujours bah, ce rôle aussi de faire bien circuler l'information, etc. Donc, en tout cas, pour cette phase-là, on a co-décidé vraiment entre, pour le coup, le conseil scientifique et le comité citoyen, de procéder, de mobiliser les participants avec deux manières. La première, c'est un tirage au sort. Et la deuxième, c'est une mobilisation directe par des partenaires sociaux. Donc, pourquoi le tirage au sort? Parce que ça nous a permis de faire une sorte d'échantillon de la population de la métropole en termes d'âge et de revenus. Donc, on a pu constituer en fait notre groupe de participants en ayant une diversité d'âge et une diversité de revenus. Ce qui nous garantissait à la fois bah, de pouvoir tester l'idée un peu de ce projet universel, là, un droit pour tous, et qui en même temps limitait les risques aussi en termes financiers, puisqu'on s'est assuré d'avoir des personnes dans l'expérimentation qui disposent de revenus plus confortables et des personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes, voire très précaires pour certains. Donc ça, c'est la première chose, un tirage au sort. Au départ, ça a un peu brusqué certains citoyens, en disant, bah, quand même, un tirage au sort, c'est un peu brutal. J'ai envie de participer, surtout si je suis en galère, et on va me dire, bah, oui ou non, je suis tiré au sort. Et finalement, c'est ce qui est apparu, entre guillemets, le plus juste. Plutôt que de prendre par ordre d'arrivée, ou plutôt que ce soit quelqu'un qui décide pour les autres, bah, au moins, c'est apparu comme quelque chose de plus juste. Et ensuite, le deuxième volet de mobilisation, comme je vous disais, c'était via des partenaires. Et là, c'était pour s'assurer justement qu'on pourrait toucher et faire et permettre à de participer à des gens qui jamais de leur vie n'auraient, comment dire, participer à un tirage au sort ou voulu participer à ce genre de choses. Et donc, c'est là où on s'est assuré d'avoir un certain nombre de participants bah, qui sont un peu hors de ces réseaux, de ces radars-là, comme je pense à un collectif d'aide aux migrants, par exemple, ou je pense au CCA, le Centre communal d'action sociale, qui accompagne les personnes en grande précarité, ou à un service qui s'occupe des sans domicile fixe à travers des accueils de jour, des choses comme ça. Voilà, donc on a eu un peu ces deux manières de mobiliser les participants. Ah, j'aime ça, il y a une main levée. Je donne la priorité aux mains levées. Jean-Philippe. Allô, oui, mais c'est pour faire suite un petit peu à cette question-là. Une fois que les personnes ont été sélectionnées, est-ce que vous les avez guidées un petit peu sur comment choisir le montant qu'ils vont donner? Parce que c'est pas toujours évident à un moment donné de dire oui, j'ai les moyens de mettre 120 dollars versus quelqu'un qui va avoir les moyens de mettre 40 dollars, mais comment vous les guidez dans cette démarche-là? Mm. Et bien ça a fait l'objet d'un gros travail du comité sur ce qu'on appelle le guide d'autodétermination de sa cotisation. Et donc, c'est eux qui ont planché pendant plusieurs séances d'ailleurs sur bah, à partir de quel revenu on considère que la personne doit cotiser plus que 100 euros pour recevoir 100 mona. À partir de quel montant de revenu on considère qu'elle peut verser seulement 1 euro. Voilà, donc ça, c'est effectivement, ils ont constitué ce guide et en gros, ils ont pris le revenu médian pour mettre bah, 100 euros pour 100 mona.
Et ensuite, bah, si c'était supérieur au revenu médian, bah, ça montait. Et inférieur, ça descendait jusque, bah, par exemple, quelqu'un qui est à ce qu'on appelle le RSA, le minimum en France, bah, c'est 1 euro de cotisation. Voilà. Donc oui, oui, ils ont vraiment fait ce travail-là. Ça a été un travail pas simple parce que c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est, voilà, à quel moment on peut être solidaire. Et puis ça reste forcément, et ça, ils l'ont beaucoup dit, que ça restait indicatif parce que c'est vrai qu'on peut avoir un revenu, par exemple, moyen et pour autant avoir des charges très importantes parce que on a un parent en EHPAD, parce que, voilà. Et donc, c'était laissé à l'appréciation, au final, à l'appréciation de la personne, le choix du montant, mais avec un guide. Fantastique, merci. On va passer à Jean-Roger. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question parce que ça a été évoqué, mais je voulais peut-être vous entendre beaucoup plus là-dessus, sur des arbitrages, parce que là, il y a un conseil scientifique, un conseil institutionnel. Il y a quand même plusieurs acteurs venant issus de milieux divers et peut-être avec des intérêts divergents. Mais je voulais savoir, en fait, dans la concertation, est-ce que sur le langage, comment tout cela s'articule? Parce que quand même, c'est pas souvent, on n'est pas toujours à la même place parce que c'est comme des langages plus techniques avec des citoyens qui parfois n'ont pas toujours la même compréhension. Donc, je voulais un peu vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a des Hmm. méthodes, des stratégies, des documents? Est-ce que vous avez peut-être un glossaire, des choses comme ça? Un document de base qui vient un peu comme arbitrer dans chaque terme qui a quand même des réalités différentes. Comment ça se passe clairement dans votre projet? Merci. Ok. Alors déjà, ce qui est important peut-être de noter, c'est que ce que j'appelle le comité institutionnel, est là pour suivre un petit peu le projet, mais n'intervient pas. En fait, comment dire, c'est quand même des espaces où chacun peut participer. Enfin, comment dire, les citoyens qui sont engagés, ils peuvent se rendre au conseil scientifique, ils peuvent se rendre au comité institutionnel, mais par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que le comité citoyen, on a quand même essayé de lui garantir une grande autonomie dans la prise de décision concernant le fonctionnement de la caisse. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que voilà, ça a été demandé et ça a été redemandé plusieurs fois que, par exemple, des élus ou des représentants d'institutions ou d'associations n'interviennent pas trop dans le comité citoyen, si ce n'est sur des postures d'animation. Et justement, ces fameuses postures d'animation, on les a beaucoup travaillées bah, en lien avec tout simplement la question de l'éducation. Vous dites, et vous avez éducation populaire aussi, vous, au Québec, ou ça se dit action communautaire, ou ouais, éduc-pop. Oui, 100%. Et donc là, on a vraiment essayé de renouer avec, bah, avec ces fondamentaux de l'éducation populaire et donc de multiplier les formats de mise en discussion des choses. On a utilisé beaucoup de supports visuels, par exemple, pour représenter voilà, la question de la précarité alimentaire ou, par exemple, pour étudier ensemble le système alimentaire et ses limites. On avait l'histoire d'un pot de yaourt, voilà, de sa fabrication jusqu'à sa consommation. On a essayé d'aller chercher, parce qu'il existe quand même pas mal de choses pour parler alimentation en termes, voilà, de manière assez accessible. On a vraiment mis le paquet, je dirais, voilà, sur ces outils d'animation. Et du coup, c'est vrai que la question des termes, et c'est une participante qu'on voit dans le film, la Samira, qu'on a pas mal parlé, elle disait, bon, mais moi, de toute façon, quand il y avait un mot que je comprenais pas, je le notais. Et puis, à la pause, j'allais regarder sur Google, à quoi ça renvoyait, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on n'a pas fait de glossaire. C'est une bonne idée que vous me dites là. On pourrait le faire. On a fait par contre ce qu'on a appelé le kit de survie du comité citoyen en milieu hostile. Et donc on a rédigé en fait un argument ensemble, un argumentaire par rapport à tous les contre-arguments qu'on reçoit souvent autour de ce projet. C'est normal, hein, ça fait débat de dire bah ah mais vous voulez je sais plus il y a des phrases types genre ah mais si on demande aux gens ce qu'ils veulent manger c'est sûr qu'ils vont tous vouloir des frites et du coca, voilà par exemple, ou ah mais vous dites que vous êtes sur un système de confiance mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont profiter du système alors qu'ils gagnent beaucoup, ils vont mettre 1 euro, etc. Voilà, plein on a travaillé comme ça sur des phrases
pour essayer de se donner un argumentaire en commun. Voilà, ça me fait penser à ça. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas d'expérience parfaite. Il est certain que ces questions-là, des rapports de domination par le langage, elles existent. Enfin, voilà, je ne pouvais pas dire le contraire. Mais par contre, je pense que quand on s'attache à vraiment, voilà, utiliser ces méthodes en petits groupes, avec de la visualisation, avec des supports divers et variés, que ce soit des films, que ce soit inviter aussi. On a fait beaucoup ça, d'inviter des gens dans le comité citoyen. Un médecin, par exemple, un psychologue, un agriculteur. Et donc, à chaque fois, on préparait la rencontre en amont avec les questions des uns et des autres. Et ensuite, c'était vraiment, voilà, quand la personne arrivait, elle faisait pas un exposé pendant 2 heures de tout son savoir, mais c'était vraiment le comité citoyen qui avait préparé des questions précises par rapport à des choses qui l'intéressaient et la personne répondait aux questions. Voilà, des choses comme ça, mais bon, j'imagine que vous devez un peu avoir aussi ce genre de méthode d'animation dans vos projets. Super, merci beaucoup. On va passer à Geneviève. Bonjour Pauline, je m'appelle Geneviève Mercier, je suis du département de nutrition, euh, chercheuse en santé publique puis sur les questions d'équité en alimentation. Euh, bon, la tête me part en vrille avec l'exercice de démocratie alimentaire que vous faites à Montpellier. Je trouve ça génial. Puis comment vous essayez de rendre concret là, le droit à l'alimentation sur votre territoire. Euh, Puis bon, je ressors mes petits cadres de référence, comment on peut analyser cette initiative-là, puis euh, comment vous faites, parce que là, ce qu'on voit, tu sais, dans le fond, ceux qui peuvent participer, ceux qui ne peuvent pas participer à ce collectif-là, puis à exercer la démocratie, il y a, oui, les gens en situation de précarité, mais c'est des gens en situation de précarité qui ont quand même des capacités, qui ont quand même des capacités à s'approvisionner, à transformer les aliments chez eux, euh, à les stocker. Et donc, il y a comme cette question-là, comment on fait pour essayer de rejoindre des personnes où est-ce que la précarité est en intersection avec d'autres facteurs de vulnérabilité. Je pense au handicap, je pense à la scolarité, parce qu'on voit que ceux qui font l'exercice démocratique sont beaucoup plus éduqués. Et, et que là, on peut prendre vraiment l'expérience vécue des personnes ils peuvent pas nécessairement partir d'une alimentation non transformée du tout, et que donc c'est d'autres manières de rendre accessible l'alimentation, par exemple, sous forme de repas, sous forme d'aliments pré-préparés. En tout cas, donc, tu sais, la dimension utilisation de la sécurité alimentaire, euh, je la vois comme un peu en aveugle. C'est-à-dire, on prend pour acquis que les gens sont capables d'utiliser ce qu'ils vont trouver. Ouais, c'est super intéressant et important, je pense que vous dites. C'est des sujets qui sont remontés plusieurs fois parce que il se trouve que dans les personnes participantes, on a, alors pas en majorité, mais on a des personnes qui n'ont pas accès à tous ces moyens matériels. Donc la question s'est posée. Donc par exemple a été conventionnée une petite cantine solidaire qui permet de manger voilà, sur place, à prix libre. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie des réflexions actuelles du comité citoyen, peut-être d'aller vers un peu plus de conventionnement de plats, quoi, de plats. Alors, soit qu'on puisse les emporter, soit qu'on puisse les manger sur place. Ou les Mais ça fait livrer. partie, ouais, ça fait partie de ce qui a été remonté. Aussi, ça me fait penser à un autre aspect qu'on a pu observer, c'est la question du genre dans la question de l'alimentation et qui plus est de l'alimentation durable, de la cuisine, de la transformation de produits bruts, qui pèse une nouvelle fois sur les femmes et voilà, comment la caisse pourrait malgré elle renforcer finalement ces inégalités-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été relevé aussi pour dire, bah, finalement, on ne souhaite pas être non plus dans une injonction à tout cuisiner soi-même. Même si on sait que ça peut être un facteur d'alimentation qualitative,
de partir du brut, de le transformer soi-même. Ça ne peut pas devenir une injonction silencieuse, on va dire, de la caisse. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui par nous, par les membres du comité, pour voir comment on pourrait aussi conventionner des plats, comme vous dites. Et après, sur l'accès à l'expérimentation, je pense que vous avez raison aussi. On a, comme je disais tout à l'heure, une part de personnes qui sont dans ces vulnérabilités multiples et qui sont arrivées là souvent via un travailleur social. Donc du coup, ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de travailler ou en tout cas regarder comment on interagit avec les travailleurs sociaux autour de cette caisse, comment la caisse peut être un support peut-être aussi de travail social, d'intérêt collectif. Ça nous a été remonté par une assistante sociale du Centre communal d'action sociale qui nous a dit, mais moi c'est génial, la caisse, j'en ai fait un support d'action collective avec les personnes que j'accompagne. On est allés ensemble sur un marché, voilà, elle a. Donc, je pense que c'est des pistes, parce que ce que vous mettez en évidence, c'est une question, c'est sûr. C'est une limite potentielle, c'est voilà. Mais du coup, ce que je vois, c'est que ça devient un sujet de travail. Et donc, on va essayer de le renforcer là pour la suite à travers, bah voilà, ces deux, trois pistes que je vous ai émis. Ce que je peux vous dire aussi en termes de limites et de points un peu bloquants, c'est qu'on a recueilli quelques données aussi sur des formes de violence symbolique qu'on puisse s'exercer dans l'expérimentation dans certains lieux. Ces fameux lieux identifiés comme, bah, mine de rien, nous on dit bobo, hein, donc cette idée d'une classe moyenne, éduquée avec certains codes, voilà, qui a pu être vécue de manière assez violente par certains participants qui arrivaient dans des lieux enfin, qui n'étaient pas pour eux, enfin selon eux. Donc ça, c'est remonté aussi dans les données qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met au travail aussi assez fortement parce que la question de l'accessibilité symbolique, elle fait partie complètement du sujet de l'accessibilité. Voilà, donc oui, oui, il y a du chemin, hein. On a un principe de base, on a une idée qui produit des effets vraiment intéressants sur différentes choses, mais qui montre aussi à plein d'endroits là où il y a encore de la réflexion à mener en co-construction avec les personnes concernées, voilà, à partir de leur expérience aussi, quoi. Mais en tout cas, bravo parce que c'est fascinant que vous puissiez observer toute cette construction de démocratie alimentaire et là d'observer en fait tous les effets pervers qui peuvent Tout à fait. survenir justement, même si on a les meilleures intentions du monde au départ, là. Toujours. Le temps file, il nous reste presque pas de temps, puis je voulais quand même passer, je sais pas, Pauline, tu sais, il y a quand même eu une évaluation. Est-ce que tu serais capable de nous exposer certains points clés de ce qui est ressorti de l'évaluation du, du Ouais. projet, finalement? Ben, en fait, finalement, j'en ai disséminé déjà quelques éléments là depuis tout à l'heure à travers vos questions. Peut-être ce sur quoi je peux revenir, c'est que là où on a eu des, enfin, comment dire, là où on a pu noter des effets très forts, c'est vraiment sur cette question de la précarité alimentaire dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire dans ces dimensions d'accès à certains produits, notamment les fruits et légumes, qui sont quand même souvent le point critique hein, sur les situations de précarité. Sur la question du plaisir lié à l'alimentation, du goût des choses, sur en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, parce que c'est pas drôle, mais c'est qu'on a eu besoin de faire cette expérimentation pour démontrer quelque part que si on garantit un budget minimal, un budget alimentaire minimal dans les foyers, eh ben, on va réduire la précarité et l'incertitude liées à l'alimentation. En fait, ça paraît logique, en fait, quand on le dit comme ça. On se dit, on ne devrait pas avoir besoin de le démontrer. Mais en fait, voilà, c'est un peu ça qu'on a démontré. C'est-à-dire que oui, si la personne qui est en situation de précarité commence à savoir que le mois prochain et le mois d'après et le mois encore d'après, elle disposera d'un budget alimentaire garanti, eh bien, ça réduit énormément le stress, l'angoisse de savoir comment on va pouvoir se nourrir et nourrir sa famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément présent dans les données qu'on a pu collecter et donc avec des personnes, et c'est aussi la zone grise de l'expérimentation qui nous disent, mais je ne sais pas comment je vais faire pour revenir en arrière. C'est-à-dire, si à un moment donné l'expérimentation s'arrête,
comment je vais faire pour accepter de revenir en fait à une alimentation incertaine, de moins bonne qualité, moins choisie, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte évidemment aussi parce que ça peut être, bah voilà, ça peut avoir des conséquences importantes. Et on parlait tout à l'heure de la dimension sociale de l'alimentation. Bah, voilà, comme vous savez, c'est une des composantes très importantes du fait alimentaire, hein, que de se sociabiliser à travers ça. Souvent, des personnes isolées, bah, vont se mettre à moins cuisiner, moins manger, etc. Bon, bah, là aussi, on a beaucoup de données là-dessus qui disent ça m'a redonné le goût. Et puis, d'accepter une invitation, par exemple. Ne serait-ce que d'accepter une invitation parce qu'on sait qu'on va pouvoir venir avec quelque chose. Sinon, c'est une invitation que j'accepte pas. Ou recevoir ses enfants, parce qu'on sait qu'on va pouvoir préparer un repas de qualité, etc. Donc ça, vraiment, ça nous a... Mais je vois le cœur de Geneviève, mais oui, ça nous a beaucoup touché, parce que c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup, beaucoup. Je pense à une dame là qui disait, bah, quand je vais faire mes courses avec la Mona, mon fils a envie de venir avec moi, parce que d'habitude, il sait très bien que même s'il vient avec moi, il aura droit à rien. Et ben là, quand on va faire des courses avec la Mona, il sait que je vais lui acheter un petit truc en plus, voilà, qu'il a le droit de réclamer un petit truc dans le magasin. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais ça montre, enfin des petites choses qui sont des grandes choses, ça montre aussi toute cette question de la dignité, hein, derrière les questions d'alimentation, de ce sentiment d'appartenance à une société, ben voilà, hein, qui consomme, etc., et qui doit se nourrir tous les jours. Enfin, ouais, je pense que c'est vraiment non négligeable et on accentue beaucoup nos résultats là-dessus parce que des fois, on a quand même tendance à, comment dire, avec toutes ces réflexions sur l'aide alimentaire, sur les politiques publiques, on perd de vue un peu, c'est quand même souvent à quel point enfin, cette alimentation est importante, quoi, dans la vie des gens, dans toutes ses dimensions. Et je crois que c'est aussi ce que met en avant l'expérience de la caisse. Après, voilà, sur les dynamiques de participation, j'en ai déjà un petit peu parlé. Sur les pratiques alimentaires, peut-être je peux faire un petit focus là-dessus. Alors, sur les personnes qui participent, qui ont des revenus plus aisés, on a peu d'effets sur les pratiques. Pourquoi? Parce que en fait, ceux qui sont là, bah, c'est des gens qui ont envie d'être là, qui sont des militants en fait et qui sont prêts à cotiser 150 euros par mois pour que la caisse existe, mais qui finalement ont déjà des pratiques alimentaires qui vont dans le sens de la durabilité. Voilà. Par contre, bah oui, forcément, là, on voit les effets les plus importants, c'est sur les personnes les plus modestes qui, d'habitude, n'ont pas les moyens, clairement, de s'approvisionner en produits plus qualitatifs. Et donc là, oui, il y a des changements d'alimentation, ouais, des changements même de recettes, d'autres types de produits qui arrivent dans les assiettes qui n'étaient pas là. Une augmentation, par exemple, je pense à la question des fruits, une forte augmentation de la consommation de fruits qui habituellement est un peu écartée de la consommation de ces foyers-là. Et on a quelques exemples quand même un peu typiques qui sont pas forcément majoritaires, mais je pense à une famille donc plutôt classe moyenne supérieure avec des revenus confortables, mais avec pour le coup une alimentation très industrielle, supermarché, vite fait, bien fait, on n'a pas le temps, etc. Et qui, à travers la caisse, a témoigné en fait d'un changement complet de consommation, notamment le recours aux produits en vrac, réduction des emballages, autre manière, du coup, bah, d'anticiper les courses, d'anticiper les repas de la semaine pour la famille. Voilà. Donc, on a quand même quelques exemples comme ça, même s'ils sont pas forcément, les plus importants. Voilà. Après, sur les questions, comme je vous disais un peu en vite fait, mais d'offres alimentaires, pour l'instant, c'est très limité. Comme je vous disais, les gens se sont plutôt orientés vers des magasins plutôt que vers des producteurs en direct. Donc, on n'a pas eu, alors, ça a été un peu une déception, je crois, du comité citoyen, qui n'ait pas eu un effet un peu fort sur l'activité économique des producteurs en direct. Pour qui finalement, bah, la Mona, ça reste quelque chose, alors qu'ils apprécient, qui défendent, mais plus politiquement. Et plus en termes d'utilité sociale en fait de leur propre métier, de dire bah oui, ça nous fait plaisir en fait de voir venir sur nos étals des gens qu'on voyait pas avant, des gens qui ont d'autres profils, qui sont beaucoup moins à l'aise, et on voit que ça leur fait plaisir d'acheter nos produits, et nous ça nous fait plaisir de leur vendre nos produits, et donc on se sent utile. Donc ça c'est quand même pas inintéressant comme effet. Mais après c'est vrai qu'économiquement parlant, pour l'instant on en a un ou deux
qui ont dit, bah si, pour moi, c'est significatif dans mon chiffre d'affaires, je vois, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est une vente en Mona, voilà, par mois, ou j'en sais rien, c'est très peu. Je pense à des marchés qui sont un peu excentrés et que justement, on a cherché un peu à remettre en avant avec la caisse, mais qui finalement restent très peu pratiques pour une bonne partie des personnes. Donc ça, là aussi, on veut avancer un peu là-dessus, essayer de voir comment on pourrait. Là, par exemple, pour la phase 2, on a mobilisé des participants, on a essayé de cibler un peu des quartiers qui sont autour des marchés, parce que ça reste un enjeu du comité citoyen que de pouvoir soutenir des producteurs locaux, même si c'est pas la seule manière hein, de transformer notre système alimentaire, mais ça reste voilà une ambition du projet qu'ils ont envie de, bah voilà, qu'ils ont envie de défendre. Voilà. Pauline, j'ai une dernière nouvelle, le temps file, il est 28, il faut qu'on termine très rapidement, mais il y a des questions super pertinentes et je ne peux m'empêcher que d'aborder le volet de plaidoyer. Tu sais, ces projets-là, finalement, on essaie de créer des systèmes alimentaires alternatifs un peu plus tu sais, territorialisés finalement, mais est-ce qu'il y a un travail de plaidoyer politique qui est fait? J'ai certaines réponses, mais je te laisserai répondre à ça par rapport à, tu sais, on dirait que tout repose sur un comité citoyen, mais qu'est-ce qui est fait au niveau politique? Non, Qu'est-ce on qui a, avance? ouais, on a, et il faut se dire aussi que pour mener tout ce travail, il y a eu, on a fait quand même beaucoup de, comment dire, de demandes de financement et on a pu salarier des gens pour mener cette ingénierie de l'expérimentation, voilà. Pour la partie recherche, on fait plutôt appel à des chercheurs scientifiques, hein, académiques qui sont en poste dans les universités. Mais c'est vrai que pour mener l'expérimentation et l'animer, on a besoin de renforts quand même de personnes salariées. Déjà, ça, c'est important de le dire. Et oui, ce travail de plaidoyer, on le mène. On fait partie d'un collectif national pour la sécurité sociale de l'alimentation, dans lequel on vient mettre nos résultats. Enfin, voilà, on contribue avec nos résultats. On est très en lien avec nos élus à l'échelle locale, qui elles aussi bah, sont assez facilitantes et portent un peu cette voix-là au sein de leur réseau d'élus locaux. C'est plutôt au niveau local que ça bouge hein, pour l'instant. Des élus écolos notamment, voilà, qui s'intéressent à ces questions-là. Mais quand même, il faut pour conclure dire que la semaine prochaine va être présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi d'expérimentation de la sécurité sociale d'alimentation, porté par 50, enfin, signé par 59 députés, alors de l'opposition, mais qui met un petit peu sur, bah voilà, sur la table de l'Assemblée nationale cette idée-là, ce qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a 3 4 ans, personne n'en entendait trop parler. Ça a été assez vite finalement. Et c'est en train d'émerger comme un sujet. Alors, je pense que cette loi ne sera pas adoptée, mais en tout cas, elle est discutée, elle est présentée. Les uns et les autres en entendent parler. Donc, bon, bah, sans surprise, on a une forme d'adhésion sur le côté gauche de l'Assemblée. Et à partir du centre, ça commence à bloquer. Et après, on n'a pas trop envie d'en entendre parler. Mais voilà, comme j'ai eu cet échange avec une sénatrice il y a quelque temps qui disait en même temps la crise sociale et la crise écologique sont quand même importantes. La précarité alimentaire augmente en France de manière assez considérable ces dernières années. Voilà, on n'est pas à l'abri, comme on dit, d'une fenêtre d'opportunité ou voilà, d'une réflexion un peu plus transpartisane autour de ces questions-là. Donc voilà, nous c'est un peu notre leitmotiv, c'est de dire bah déjà l'expérience en elle-même est intéressante. Elle change, bah, mine de rien, la vie d'un certain nombre de personnes qui participent. Et ça, c'est, moi, je dis toujours que c'est important. Et puis, bien sûr, voilà, cette production de connaissances aussi qu'on essaie d'avoir au niveau scientifique pour abonder la réflexion sur ces questions. Et puis, au niveau politique, faire avancer bah, ces thématiques, ces idées-là, cette représentation, je dirais, de l'alimentation comme droit, qui est loin d'être évidente quand même, hein. Bon, bah, rien que pour ça, je pense qu'on est sur, voilà, sur ces dynamiques de plaidoyer, mais évidemment que le contexte est terrible aujourd'hui, hein. Enfin, là, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité, là, on est en train de perdre énormément. On est en pleine régression, que ce soit sur la question écologique, la question agricole, sur la question culturelle aussi, parce que ça, c'est lié. Enfin, donc voilà. Mais bon, on a aussi la joie, je pense, enfin la joie. Oui, on observe une multiplication de ces expérimentations un peu partout sur le territoire. Et ça, c'est quand même une bonne raison de continuer et d'essayer d'avancer sur ces sujets, quoi.
Pauline, merci beaucoup. On a déjà dépassé le temps. On aurait pu rester probablement 3 heures avec toi. J'aurais aimé passer plus de temps sur les expérimentations à Montréal, puis avoir vraiment le temps de voir, bon, par rapport aux coupons nourriciers, la gouvernance démocratique, puis la citoyenneté alimentaire. Tu sais, le Conseil SAM mène beaucoup de travail pour pousser un programme national de coupons nourriciers. On a évalué le projet. On veut que les coupons nourriciers soient de plus en plus avec une approche d'inclusion participative. Donc, c'était un peu ça le but aujourd'hui, de voir, OK, mais on a quand même plusieurs choses à Montréal. On voit que la menace se rapporte beaucoup à ce qu'on fait déjà. Est-ce qu'il y a moyen d'infuser encore plus le principe de démocratie puis de participation alimentaire dans nos projets? Il y a tout le système de conventionnement des marchés, des épiceries qu'on n'a pas encore ici, puis qu'on pourrait probablement s'intéresser. Il y a certains quand même marchés qui travaillent avec la carte proximité, avec les différents bons solidaires qu'on a. Donc, c'était un peu le but, c'était d'insuffler un peu de jus dans tout ça. Le Conseil SAM va mettre en place un groupe de travail sur la citoyenneté alimentaire. Donc, on va continuer à pousser ces questions-là, certainement au courant des prochains mois. Mais Erika, moi, s'il y a enfin, on va dire, si c'est une envie de votre part, moi, je suis tout à fait partante pour refaire une deuxième visio, hein, et pouvoir plus échanger, faire des liens. Enfin, moi, ça m'intéresse en fait comment dire, de confronter ce qu'on fait à, bah voilà. En plus, il se trouve qu'on est venu à Montréal il y a 2 ans justement pour voir les centres alimentaires communautaires, pour voir toute cette effervescence qu'il y a aussi chez vous. Donc moi, poursuivre ce travail d'enrichissement réciproque, il n'y a pas de problème, quoi. Ben, c'est super généreux, puis on a déjà des gros oui et des cœurs dans la salle, donc c'est avec grand plaisir qu'on va s'assurer de collaborer pour que ça se repasse de nouveau. Merci beaucoup, Pauline, pour cette fenêtre-là, puis cet intérêt-là. C'est Merci. toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est tellement intéressant ce qui se passe chez vous, puis effectivement, l'échange est fantastique. Je voulais juste rassurer tout le monde là, que oui, l'enregistrement d'aujourd'hui va être rendu disponible, mais j'ai aussi toute une série de documentation, tant au niveau de l'évaluation, vraiment les documents qui ont été sortis du côté de Montpellier. Je vais vous les rendre disponibles de façon le plus structurée possible. Puis on va vous tenir au courant pour la suite des choses. Si vous étiez assez généreux pour m'offrir votre évaluation de cette activité ce matin, je serais très preneuse. Puis sinon, ben, je vous remercie tout le monde et on se dit donc probablement à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, bye Merci. bye. Merci.